Donc, dans cette partie des définitions de base, nous allons parler des éléments suivants. D'abord, nous allons parler des graphes et des multigraphes, c'est-à-dire la différence entre un graphe et un multigraphe, les caractéristiques d'un graphe, c'est-à-dire certains graphes ont certains types de noms selon leurs caractéristiques, sous-graphes et graphes partiels, les chaînes et les cycles, graphes et connexité, et enfin matrice associée à un graphe. La différence entre un graphe et un multigraphe est simple. Dans un graphe, on a un ensemble de sommets et d'arcs, et dans un multigraphe, on a des sommets et des arêtes. Donc c'est quoi une arête? C'est juste un arc qui n'est pas orienté. Par exemple, ça c'est une arête. On n'a pas de direction. Mais un arc, on spécifie la direction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un graphe, ou c'est un multigraphe orienté, tout simplement. Par exemple, ici, on a deux types. Les deux types, on a le graphe et le multigraphe. Ici, c'est un graphe, on voit bien, des sommets et des arcs. Et ici, on a des sommets et des multigraphes. Donc, à chaque fois, lorsqu'on dit multigraphe, on va parler d'arêtes, c'est-à-dire d'arcs sans direction, ou bien de lignes sans direction. Arête, c'est quoi? On peut la définir par l'ensemble des sommets qui la contiennent. Donc, elle peut être définie par soit deux sommets, soit un sommet. Quand est-ce qu'elle est définie par un sommet? Lorsqu'il s'agit d'une boucle. Par exemple, ici, on a la boucle 3, A, ou bien l'arc qui correspond à l'arête 3. Pourquoi on peut la symboliser juste par une seule lettre? Parce qu'on a utilisé le symbole d'ensemble. Donc, dans un ensemble, on ne peut pas avoir la même valeur en double ou en triple. On ne peut pas avoir une valeur, on ne peut avoir dans un ensemble que des valeurs uniques. C'est pour ça, pour simplifier la lecture, il est préférable d'utiliser ou bien d'identifier ou bien de notifier les arêtes en utilisant les crochets. Par exemple, ici, on a l'arête AB. Donc, ça veut dire c'est une arête qui va lier entre A et B. Ça, c'est l'arête BC. Et la boucle, comme pour une boucle dans un arc orienté, on va la noter AA. Sauf la différence, on voit bien ici, j'ai utilisé des crochets. Mais si j'avais un graphe, j'aurais utilisé les parenthèses pour simplifier ou pour impliquer un arc. Aussi, il y a une autre notion importante, c'est un graphe simple. Lorsqu'on parle de graphe, même si on utilise le terme graphe, en fait, il s'agit d'un multigraphe. Donc, graphe simple, c'est quoi? C'est un multigraphe, c'est-à-dire il n'y a pas d'orientation. Mais en plus, c'est un multigraphe qui a d'autres caractéristiques, lesquelles c'est un multigraphe qui n'a pas de boucle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver des arêtes de type XX et autre chose. Entre deux sommets, il y aura au plus une arête. Ça veut dire quoi? Il n'y aura pas d'arêtes multiples. On ne peut pas avoir entre, par exemple, A et B, les sommets, deux arêtes. Par exemple, concernant le graphe G1, ça, ce n'est pas un graphe simple. C'est vrai, c'est un multigraphe. C'est vrai, entre chaque sommet au plus, il y a une arête. Mais ici, dans le sommet C, qu'est-ce qu'on a? On a une boucle. Pour le graphe numéro 2, ici aussi, le problème, il n'y a pas de boucle, c'est un multigraphe, mais un autre problème ici, c'est que l'arête, il y a entre A et B deux arêtes. Donc c'est une arête, multiplicité AB est égale à 2, donc ce n'est pas un multigraphe. Le troisième cas, donc on a entre chaque deux sommets en plus une arête, donc ça c'est un multigraphe et il n'a pas de boucle et c'est un multigraphe, donc c'est un graphe simple. Donc seul le multigraphe G3 qui est un graphe simple. Mais même si on a une distinction entre graphe et multigraphe, mais on a cette notion importante, c'est que tout concept orienté pourra être appliqué à un multigraphe et vice versa. Ça veut dire tout concept appliqué à un multigraphe pourra être appliqué à un graphe. Comment faire ça? Simplement, comment appliquer un concept orienté, c'est-à-dire défini sur un graphe orienté, à un multigraphe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de l'appliquer à son graphe orienté associé. Donc, pour appliquer un concept orienté à un multigraphe, il suffit de l'appliquer à son graphe orienté associé. C'est-à-dire, on a un concept qui n'est applicable que sur les graphes orientés. Mais on se trouve avec un multigraphe, c'est-à-dire on n'a pas d'orientation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va trouver son graphe orienté associé et on va appliquer ce concept.
Par exemple, ici, on a le multigraphe G. Donc, si je veux le considérer comme un graphe orienté, parce que j'ai un concept, une règle qui s'applique sur les graphes orientés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ou bien trouver son graphe orienté associé. Comment faire ça? Pour chaque arête, je vais la multiplier en deux graphes orientés en deux directions différentes. Par exemple, ici, l'arête AB, c'est tout simplement l'arc AB et l'arc BA. Parce que, puisque il n'y a pas d'orientation, donc je peux aller de A à B comme je peux aller de B à A. C'est pour ça, la traduction en graphe orienté, je la traduis en remplaçant l'arête par deux arcs. Je fais ça pour toutes les arêtes, à part pour la boucle ici. Je garde je garde une seule ou bien un seul arc. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, je peux aller de D à D, comme je peux aller de D à D. C'est-à-dire le concept de fait qu'il n'y ait pas l'orientation, il est automatiquement applicable lorsqu'on a une boucle. Maintenant aussi, appliquer un concept non orienté à un graphe. C'est-à-dire qu'on a un concept qui s'applique à un multigraphe, mais le problème, c'est qu'on se trouve ou qu'on a une situation qu'on peut modéliser qui est modélisée avec un graphe, c'est-à-dire où l'orientation est importante. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste transformer le graphe en question en son multigraphe associé. Comment on fait? On va simplement enlever la direction et on va garder notre multigraphe. Autre caractéristique des graphes, il y a le concept de graphe symétrique. Un graphe symétrique est tout simplement un graphe pour lequel n'importe quelle paire x, y, c'est-à-dire pour n'importe quel deux sommets x, y, la multiplicité x, y est égale à la multiplicité y, x. Ça veut dire quoi? Si j'ai deux arcs entre x et y, je devrais avoir deux arcs entre y et x. Donc là, la symétrie, elle est respectée. Mais si je n'ai pas d'arc entre x et y, je ne devrais pas avoir d'arc entre y et x. Là aussi, la symétrie, elle est respectée. Pourquoi? Parce que x, y, la multiplicité est égale à 0. La multiplicité y, x, automatiquement, elle est aussi égale à 0. Maintenant, le cas particulier lorsqu'on a un graphe. Un graphe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas d'arc multiple entre deux mêmes sommets. C'est-à-dire on n'a pas d'arc similaire. Par exemple, on n'a pas de x, y comme dans l'exemple ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a un graphe, ou bien pour simplifier la définition d'un graphe symétrique, on dit que si le graphe, ou bien si l'arc existe x, y dans le graphe, automatiquement, mon arc y, x devrait exister. C'est-à-dire s'il y a l'arc, tout simplement, c'est juste une simplification de la première définition. Si j'ai l'arc y, x, automatiquement, j'aurai l'arc y. Si j'ai l'arc x, y, j'aurai automatiquement l'arc y, x. Par exemple, ici, on a deux graphes. L'un d'eux est symétrique, l'autre ne l'est pas. Par exemple, ici, on a l'arc A, B. En fait, là, il n'y a pas le 2. Donc ça, c'est l'arc 1. L'arc 1, AB. Et aussi, on a l'arc B3. Aussi, ici, on a l'arc DB. On a l'arc BD. On n'a pas d'arc entre AD, donc on n'a pas aussi un arc entre DA. Ici, on a une boucle entre C. On a une boucle entre au sommet C. Donc, on n'a pas besoin de multiplier cette boucle. Donc là, on a vraiment un graphe symétrique. Dans le deuxième cas, on n'a pas de graphe symétrique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a deux arcs entre A et B, mais on a seulement un seul arc entre B et A. Donc, l'égalité de multiplicité n'est pas respectée, donc ce n'est pas un arc, c'est un graphe symétrique. Autre définition, c'est un graphe antisymétrique. Un graphe, elle n'est pas définie par rapport à un graphe symétrique, non, ça n'a rien à voir. Donc, un graphe antisymétrique, elle est définie par la formule suivante, c'est-à-dire la multiplicité entre n'importe quel deux sommets, x, y plus la somme des multiplicités x, y, x ne doit pas être supérieure à 1, c'est-à-dire elle est inférieure ou égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre deux sommets, je ne peux pas avoir plus d'un arc. Donc si j'ai deux arcs, donc ce n'est pas un graphe antisymétrique. Dans le cas un graphe, comment on peut exprimer ça? On dit si j'ai un arc x, y, je ne devrais pas avoir
l'arc YX. Pourquoi on a ajouté ça? C'est-à-dire parce que ici, si on peut avoir une multiplicité supérieure à 1 juste en doublant les arcs. Donc là, ce n'est pas un graphe antisymétrique. Là, dans un graphe, le seul moyen d'avoir de ne pas respecter cette condition, c'est d'avoir l'arc YX. Pour simplifier, si j'ai entre deux sommets, il peut y avoir plus d'un seul arc, c'est-à-dire 0 ou un arc. Autre particularité, si G est un graphe antisymétrique, donc là, automatiquement, on a un graphe. Pourquoi? Parce que ici, entre n'importe quel deux sommets, on ne peut pas avoir plus d'un arc, donc automatiquement, il sera un graphe. Et G est antisymétrique et sans orientation, tout simple, on va déduire, automatiquement, c'est un graphe simple. Donc, s'il est antisymétrique, donc on peut pas avoir d'arcs multiples, donc on peut pas avoir deux arcs entre deux sommets, et aussi on peut pas avoir de boucle. Pourquoi la boucle? Parce que si j'ai une boucle, on a la multiplicité xy plus xx, la multiplicité xx plus multiplicité ou bien moins aussi, on peut écrire moins, multiplicité moins xx automatiquement est égal à 2. Donc 2, il est supérieur à 1. Donc, si mon graphe a une boucle, automatiquement, il n'est pas antisymétrique. Si en plus, je vais enlever l'orientation des arcs, donc ça veut dire que j'ai un multigraphe. Donc, les conditions sont respectées. Je n'ai pas d'arc multiple, bien d'arête multiple, puisqu'il n'y a pas la direction. C'est un multigraphe et il n'y a pas de boucle. Donc, automatiquement, un antisymétrique sans orientation est un graphe simple. C'est-à-dire que c'est juste une déduction. Ici, on a deux graphes, l'un d'eux est antisymétrique, l'autre ne l'est pas. Ici, entre chaque deux sommets, on a en plus, là aussi, il n'y a pas l'arc 2. Entre n'importe quel deux sommets, il n'y a quoi? Il n'y a qu'un, au plus, un arc. Et il n'y a pas de boucle. Ici, on a deux conditions. Là aussi, il n'y a pas l'arc 2. Là, on a deux conditions qui ne sont pas respectées. On a par exemple, on a l'arc AB et on a l'arc BA. Donc, on a entre la multiplicité, elle est supérieure à 1. Donc, une condition n'est pas respectée. Même si cette condition n'était pas respectée, il y a aussi une autre condition qui n'a pas été respectée. C'est que au sommet C, on a une boucle. Donc, automatiquement, mon graphe n'est pas antisymétrique. Donc, si je veux trouver une boucle, et si ce n'est pas soit une boucle, soit ce n'est pas un graphe. Donc, il n'est pas antisymétrique. Maintenant, autre définition, le graphe complet. Donc, pour n'importe quel deux sommets, x, y, avec x n'est pas égal à y, je vais expliquer pourquoi on a ajouté ça. On a la multiplicité entre x et y, plus la multiplicité entre x, y, x doit être supérieur ou égal à 1. Pour simplifier, si j'ai un sommet x, pour n'importe quel deux sommets différents, je devrais avoir un arc. C'est-à-dire, il devrait y avoir une multiplicité supérieure ou égale à 1. Pourquoi on a dit avec x est différent de y, ça veut dire que si je ne suis pas obligé d'avoir une boucle, c'est-à-dire si je n'ai pas de boucle, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que mon graphe n'est pas complet. Non, il suffit qu'il y ait d'arcs entre sommets différents, c'est tout. Ici, dans le cas spécial d'un graphe, on dit que mon un graphe est complet seulement si je ne trouve pas l'arc XY, automatiquement, je devrais trouver l'arc YX. Ça veut dire entre n'importe quel deux sommets, il devrait y avoir un arc. Donc c'est la même, ça a juste une autre manière d'expliquer le graphe complet. Ici, aussi d'autres graphes particuliers par rapport au graphe complet. Donc si j'ai un graphe complet, c'est-à-dire entre n'importe quel deux sommets différents, j'ai un arc. Et simple, ça veut dire quoi simple? Ça veut dire que c'est un multigraphe. Il n'a pas d'orientation, il n'y a pas de boucle, et entre deux sommets, je n'aurai pas plus d'une arête. Il a un sommet, donc il est composé tout simplement de un sommet. Donc je vais appeler ce graphe particulier, je vais l'appeler n-click. Le n, correspond au nombre de sommets, et click, c'est le nom qu'on va lui donner. Et on va le noter kn. Par exemple, si mon graphe a 3 sommets, je vais le nommer k3. 4 sommets, k4, etc. Maintenant, un autre type de graphe. Là, j'ai un graphe aussi complet, c'est-à-dire entre n'importe quel deux sommets
j'ai au moins un arc. N'importe quel deux sommets différents, j'ai un arc. Et aussi, il est anti-symétrique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la même définition que tout à l'heure, je ne peux pas avoir de boucle et je ne peux pas avoir entre deux sommets plus d'un arc. Je vais l'appeler un tournoi. Donc la différence entre entre le tournoi et la clique, c'est que dans le tournoi, là j'ai dit antisymétrique et complet. Et pour le un clic, j'ai dit c'est un simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pour une clique, on n'a pas l'orientation, on n'a que des arêtes. Et pour le tournoi, il y a l'orientation. Donc, c'est la seule différence entre le tournoi et le clic, c'est l'orientation. Par exemple, ici, on a un graphe complet. Par exemple, on a entre A et B deux arcs. Il suffit d'en avoir un. Entre B et C, un. Entre A et D, un, etc. Là, la boucle n'était pas nécessaire, mais ça reste un graphe complet. Mais on ne peut pas dire que c'est un tournoi. Pourquoi? Parce qu'on a une boucle ici et aussi on a deux graphes, deux arcs multiples. Il suffit d'une des deux conditions qui va éliminer le fait que ce graphe n'est pas un tournoi. Et il n'est pas déjà une clique parce que il est orienté et en plus on a les autres conditions. Là aussi, là c'est un tournoi, donc entre n'importe quel deux sommets, j'ai un arc et il y a un arc entre n'importe quel deux sommets, il n'y a pas plus d'un arc, il n'y a pas de boucle. Donc ça c'est un tournoi. Là c'est une clique, donc on voit bien il n'y a pas l'orientation et entre n'importe quel deux sommets, il y a un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis que j'ai un graphe qui est K4, je saurai comment automatiquement le dessiner. Si je dis j'ai un K3 aussi, je saurai comment le dessiner. La différence entre le clic et le tournoi, c'est que pour dessiner le tournoi, si je dis j'ai trois sommets, j'aurais besoin d'une autre information. J'aurais besoin de connaître les directions pour pouvoir dessiner mon tournoi. Mais pour avoir un clic, je n'ai pas besoin des directions. J'ai besoin juste de savoir le nombre de sommets. Une autre caractéristique du graphe, c'est le graphe. C'est un graphe assez particulier dans lequel on peut diviser le nombre ou bien l'ensemble des sommets en deux ensembles différents, x1 disjoint, x1 et x2, pour lesquels n'importe quel arc de ce graphe a une extrémité initiale dans x1 et une extrémité finale dans x2. Ça veut dire que on a deux ensembles, x1, on peut le dessiner ici, x2, et tous les arcs de mon graphe, ils ont une extrémité initiale dans x1 et ils ont aussi pas une extrémité initiale mais une extrémité finale. Ils ont une des extrémités dans x1 et une des extrémités en x2. Ça veut dire que, par exemple, ici, j'ai une extrémité initiale en x1 et extrémité initiale en x2. Là aussi, là, j'ai une extrémité initiale en x2, mais l'extrémité finale en x1. Le plus important, c'est que une des extrémités est dans un ensemble, l'autre est dans le deuxième ensemble. Par exemple, ici, ce sera plus clair. G1 est bipartie, G2 ne l'est pas. Donc, par exemple, si je dis que j'ai l'arc AB, donc AB ne peut pas, les deux sommets ne peuvent pas appartenir à un même ensemble. Donc, je vais dire que mon A appartenir à l'ensemble X1. Je vais dire que mon B appartient à mon ensemble X2. Maintenant, j'ai le sommet, j'ai l'arc AB, j'ai aussi l'arc AD. Donc, D ne peut pas appartenir à l'ensemble X1 parce que A y est déjà. Donc, B va appartenir à l'ensemble X2. Aussi, j'ai l'arc DC. Donc, on voit bien que D, extrémité initiale appartient à X2. Et ici, l'extrémité finale va appartenir. Donc, ils ne peuvent pas appartenir au même ensemble. Donc, on va dire qu'il va appartenir à mon X1. Donc, si je regarde maintenant, j'ai vraiment un biparti dans lequel tous les arcs ont une extrémité soit en une extrémité en X1, l'autre extrémité X2. Et je n'ai pas d'arc dans le même ensemble. Là, X1 sera égal à A et C. Et X2 sera égal à B et D. Maintenant, pour le deuxième, si par exemple je dis que A va appartenir à un ensemble, X1, et B va appartenir à l'ensemble, au deuxième ensemble. Là aussi, j'ai D, A, D. Donc D automatiquement devrait appartenir au deuxième ensemble. J'ai aussi A, C. Donc C aussi devrait appartenir au deuxième ensemble. Donc j'ai mon ensemble ici et j'ai un ensemble qui contient que A. Mais aussi, j'ai DC. Donc D appartient à cet ensemble et C appartient au même ensemble. Donc je ne peux pas
avoir deux ensembles qui ont des sommets, qui ont le même sommet dans les deux ensembles. Donc, automatiquement, donc ça, ce n'est pas un graphe biparti. Donc, je ne peux pas diviser les sommets en deux ensembles. On peut aussi noter le graphe biparti, soit à la de dire j'ai XU, j'ai des X1 par rapport à l'ensemble 1, X2 par rapport à l'ensemble 2. Et donc, encore une fois, donc ce n'est pas un graphe dans lequel les départs sont dans X1 et les arrivées sont dans X2, c'est-à-dire initial, final, mais non. Une des extrémités, là ici, c'est là, tout arc U a une de ses extrémités, l'une des deux, c'est-à-dire soit initial, soit final dans X1, et l'autre extrémité, la deuxième X2. Donc les directions peuvent être différentes. Donc, on avait vu tout à l'heure le graphe complet, là on va voir le graphe biparti complet. Donc j'ai un graphe biparti complet, donc je peux le noter avec ses ensembles, x1, x2. Il est biparti complet si quel que soit le sommet x1 appartenant à x1, c'est-à-dire le premier ensemble, quel que soit le sommet, il y aura un arc entre ces deux. C'est-à-dire entre n'importe quel deux sommets différents qui appartiennent à ces deux ensembles, il y aura un arc qui va les lier. C'est pour ça qu'on a dit la multiplicité, elle est supérieure ou égale à 1. Si le graphe, il est simple, en plus il est simple, c'est-à-dire qu'il est antisymétrique et non orienté, et aussi il est biparti complet, et que, donc là, si je dis qu'il est simple et biparti complet, donc on est dans le multigraphe, donc on est dans la définition de la clique, mais puisqu'il est biparti complet, on va le nommer K. Au lieu de le nommer Kn, on va le nommer Kp que l'on. Donc P va correspondre au nombre de sommets de X1 et que l'on va correspondre au nombre de sommets de X2. Ici par exemple, on a dans le premier graphe et le deuxième un graphe simple, biparti et complet. Donc par exemple, mon premier ensemble c'est l'ensemble AC. Le deuxième ensemble c'est l'ensemble BD. On voit bien que pour chaque sommet, il y a un arc. Ici, les deux arcs sont sortants de A vers X2. Ici, on a un arc sortant de C et un arc entrant vers C. Donc, entre n'importe quel deux sommets différents, il y a au moins un arc. Maintenant, pour le deuxième graphe, donc, il est biparti, il est complet. Aussi, on a deux. La seule différence, c'est que il n'y a pas l'orientation. Et aussi, il est simple, c'est-à-dire il n'y a pas de multiplicité. Je n'ai pas deux arcs allant de A à B. Par exemple, ici, j'avais deux arcs allant de A à B. Là, je n'ai qu'une arête entre A et B, qu'une arête entre A et D, une seule entre CD, CB, une seule entre CD. Là aussi, si j'ai un graphe biparti, si on a par exemple un graphe biparti complet K de 3, je saurai automatiquement comment dessiner mon graphe, puisque je saurai le nombre d'arcs et l'orientation ne sera pas importante. Je saurai le nombre d'arcs et comment lier bien les sommets qui composent ces arcs. Maintenant aussi une autre notion importante, il y a la notion de sous-graphe engendré par un ensemble de sommets. Une autre notion aussi qu'on va les lier après, un graphe partiel, donc engendré par un ensemble d'arcs. Donc il y a sous-graphe engendré par un ensemble de sommets et il y a graphe partiel engendré par un ensemble d'arcs. Donc un graphe engendré ou bien un sous-graphe engendré par un ensemble de sommets, c'est un graphe qui est par exemple engendré par le sommet de sous-ensemble A. C'est un graphe qu'on va noter GA, dans lequel l'ensemble des sommets va être différent, va être l'ensemble A, c'est-à-dire on va diminuer le nombre de ces sommets, et aussi l'ensemble de ces arcs aussi va changer, c'est-à-dire on va changer le nombre de ces arcs. Et les arcs, ils vont représenter quoi? Ils vont juste, les arcs, ce seront des arcs qui appartenaient à U, mais qui ont tous leur extrémité dans A. Par exemple, ici, dans l'exemple suivant, j'ai mon arc G. Si par exemple l'ensemble A est AB, et je veux générer le sous-graphe engendré par A. Par exemple ici, il a les sommets suivants. Il a A, C, B,
Donc, je veux le sous-graphe engendré par A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre A. Je vais prendre B. Donc, il n'y a que ces sommets. Donc, les sommets, je vais garder que A et B. Je ne vais pas prendre tous les sommets. Seulement A et B. Seulement les sommets qui appartiennent à l'ensemble A. Ensuite, je vais garder que les arcs entre ces sommets. Je vais regarder, par exemple, entre A et B, j'ai l'arc 1. J'ai l'arc 2. A et D, l'arc 3 c'est entre A et D, donc je ne peux pas le prendre. L'arc 4 c'est entre B et C, donc je ne peux pas le prendre. Et enfin, l'arc 5 est entre B et D et C, je ne peux pas le prendre. Donc qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester ce graphe. A, B et AB avec les arcs 1 et 2. Donc ici, on a changé le nombre de sommets, on a changé les sommets et on a changé les arcs. Maintenant, le graphe partiel engendré par un ensemble de sommets, par un ensemble d'arcs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste le graphe, ce sera le sous-graphe engendré XV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va garder les sommets tels quels, on ne va pas les changer, on va juste changer l'ensemble des arcs. Par exemple, ici c'était U, et ici c'était V. Donc, on va garder l'ensemble qui nous a été fourni. Donc, si on dit graphe généré, engendré, partiel, engendré par V, donc on va garder que les arcs qui appartiennent à V. Et on va garder tous les sommets. Les sommets ne changent pas. Ça veut dire quoi? Les arcs qui n'appartiennent pas à V, tout simplement, seront éliminés. Ici, par exemple, mon V est égal à 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais garder tous les sommets. Donc, je vais sommer A, B, C, et D. Ensuite, je vais garder que les arcs qui sont spécifiés dans V. Dans V, j'ai spécifié 1, 2, 3. Donc, je vais garder l'arc 1. Je vais garder l'arc 2. Et je vais garder l'arc 3. Donc, là, je vais obtenir mon graphe partiel engendré par V. Je vois bien que j'ai gardé tous les sommets. Je n'ai éliminé que les arcs qui n'appartiennent pas à V. C'est-à-dire, j'ai gardé tous les sommets et seulement les arcs qui appartiennent à V. Maintenant, il y a une notion importante, c'est la combinaison des deux. C'est-à-dire, le sous-graphe partiel. Sous-graphe partiel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est le sous-graphe partiel de G et le sous-graphe d'un graphe partiel de G. C'est-à-dire, pour avoir un sous-graphe partiel, je vais spécifier un ensemble de sommets et je vais spécifier un ensemble d'arcs. Et je vais essayer de générer le sous-graphe partiel. Donc, pour faire ça, d'abord, je vais générer le graphe partiel. Donc, le sous-graphe partiel. Donc, je vais d'abord générer le graphe partiel en utilisant V. Ensuite, je vais générer le sous-graphe en utilisant A. C'est-à-dire graphe partiel, même si je dis sous-graphe partiel, donc je vais commencer par générer le graphe partiel, ensuite le sous-graphe. Ici, par exemple, j'ai A est égal à A, et B est égal à 1, 2, 3. Donc, pour générer le sous-graphe partiel, je vais d'abord commencer par générer le graphe partiel. C'est-à-dire, je vais garder tous les sommets A, B, C, D, comme ici, et E. Donc, je vais garder tous les sommets. Et je vais garder que les arcs spécifiés dans V. Là, j'ai 1, 2, 3. Donc, j'ai gardé que les arcs 1, 2, 3. Les autres arcs, je les ai éliminés. Maintenant, je vais engendrer le sous-graphe. Comment? On va utiliser le sommet. Là, j'ai utilisé V. Là, je vais utiliser l'ensemble A. C'est-à-dire que je vais garder que les sommets A, B, C. Et je vais éliminer les arcs qui ne connectent pas A, B, C. Par exemple, ici, j'ai A, B et A, C. J'ai l'arc 2. L'arc 2 est entre A et D. Donc, je ne vais pas garder l'arc 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement AB et AC. Aussi, une autre notion importante que vous allez voir dans les suivants, c'est la notion de chaîne. Donc, une chaîne, c'est quoi? Elle est définie par un ensemble d'arcs, U1 d'un graphe, mais avec une particularité, c'est que chaque arc UI de la séquence a une extrémité en commun avec l'arc précédent. Ils ont une extrémité en commun, c'est-à-dire ce sont des arcs qui vont être liés par un sommet. Ils vont avoir des sommets en commun, mais c'est-à-dire que ce sont des arcs connectés, adjacents, mais la direction ici ne va pas être importante. On va voir ici, par exemple. Là, j'ai une chaîne. 1, 2, 3, 4,
composé de 1, 2, 3 et 4 et 5. Si je vois bien l'arc 1, entre l'arc 1 et 2, on a l'extrémité commune, c'est l'extrémité B. Entre D et 3, on a l'extrémité A. Entre 3 et 4, on a l'extrémité B. Entre 4 et 5, on a l'extrémité F. Donc on voit bien, on a une extrémité, c'est-à-dire un sommet en commun entre les arcs. Mais ici, je vois bien que la direction, par exemple, B, c'est finale de C et c'est aussi finale de A. Ça veut dire que dans une chaîne, on ne va pas considérer la direction, tout simplement. Là, j'ai une chaîne, mais je ne vais pas prendre en considération la direction des arcs, puisqu'il y a un sommet en commun, donc j'ai une chaîne. Autre notion reliée aux chaînes, c'est la longueur d'une chaîne. Ici, pour définir une longueur de chaîne, donc on va juste utiliser le nombre d'arcs qui composent cette chaîne. Par exemple, ici, ma chaîne, elle est composée de 5, donc sa longueur est égale à 5. Notion liée aux chaînes, il y a la notion de chaîne élémentaire et chaîne simple. Chaîne élémentaire, c'est dans laquelle on ne rencontre pas deux fois le même sommet. Deux fois le même sommet, non pas les sommets en commun, mais c'est-à-dire qu'une chaîne qui va passer deux fois par le même sommet. Et une chaîne simple, c'est une chaîne qui n'utilise pas deux fois le même arc. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser dans notre chaîne deux fois le même arc. Par exemple ici, ce n'est pas une chaîne élémentaire. Donc la chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pourquoi on a dit, pour avoir une chaîne élémentaire, on ne doit pas passer deux fois par le même sommet. Par exemple, 1, 2, 3, je suis passé une fois par le sommet 1. Ensuite, j'ai fait 4, 5, 6, je suis repassé par le sommet 1. Une deuxième fois, ensuite j'ai 7. Donc là, je suis passé deux fois par le même sommet. Donc ce n'est pas une chaîne élémentaire. Une chaîne simple, c'est une chaîne dans laquelle je ne passe pas deux fois par le même arc. Par exemple ici, c'est clair, je passe deux fois par l'arc 6. Donc j'ai dit 1, 2, 6, 5, 6, 7. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'à 5, ensuite je suis retourné pour aller à l'arc 7. Donc pour faire ça, j'étais obligé de passer par, je suis passé par l'arc 6. Donc je suis passé par l'arc 6 deux fois. Donc là, je n'ai pas une chaîne simple. Notion liée à une chaîne, aux chaînes aussi, ou bien correspondante aux chaînes, c'est la notion de chemin. Donc, un chemin, c'est quoi? C'est une chaîne en fait, mais avec une particularité, c'est que dans la chaîne, n'importe quel sommet a une extrémité terminale qui coïncide avec une extrémité initiale. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une chaîne dans laquelle on doit respecter la direction. Comme ici, par exemple, j'ai le chemin 1, 2, 7, 8. Ça, c'est un chemin. Donc, la B, c'est l'extrémité finale de 1, mais aussi c'est l'extrémité initiale. C'est-à-dire, je termine par B et je commence dans l'arc 1 et je commence par B dans l'arc 2. Là aussi, de A à H, ensuite H à H. Donc, je vais respecter les directions pour dessiner mon chemin. C'est pour ça ici, pour le chemin, je peux noter toutes les paires qui veulent le composer ou bien noter juste les sommets. Pourquoi? Parce que je sais qu'après, si j'ai ici B, automatiquement j'aurai CB, BA, AH et HI. Là, par exemple, si je dis 1, 2, la chaîne 1, 2, 3, 4, là c'est une chaîne, oui, mais ce n'est pas un chemin. Pourquoi? Parce qu'on a ici l'arc 4 qui a la direction opposée. C'est-à-dire l'extrémité finale de 3 n'est pas l'extrémité initiale de 4. Donc, comme pour la notation, on peut les noter juste en utilisant les sommets. Quand est-ce qu'on peut faire ça? C'est aussi quand on a un graphe. Pourquoi? Par exemple, si je dis CB, donc je saurai qu'il y a un seul arc CB. C'est pour ça qu'on peut utiliser cette notation que lorsqu'on a un graphe. Aussi, autre particularité, lorsqu'on a un graphe simple, aussi on peut dire qu'une chaîne, un graphe simple, c'est-à-dire pas d'orientation, c'est un multigraphe, il n'y a pas d'arc multiple et aussi il n'y a pas de boucle. Donc, dans le cas d'un graphe simple, une chaîne aux extrémités x1 et x2 est déterminée par une succession de sommets. On peut juste notifier les sommets x1 et x2 puisqu'il n'y a pas d'arc double, donc c'est un graphe et l'orientation n'est pas importante automatiquement dans un multigraphe. Maintenant, la notion de cycle, aussi c'est une notion liée aux chaînes. Donc, on a une chaîne X,
si d'abord on a un cycle, si on a une chaîne de I1 par exemple jusqu'à Ukelon, mais on a le même arc n'apparaît pas deux fois dans cette chaîne, et aussi deux sommets aux extrémités de la chaîne coïncident. Par exemple, c'est comme si on avait une boucle de chaîne, c'est-à-dire une chaîne, c'est une chaîne qui se ferme. Par exemple, ici, on a le cycle 1, 2, 3, 4 et 5. Aussi, on voit bien qu'on n'a pas respecté les directions. C'est une chaîne, donc, mais on a l'extrémité, une extrémité, donc on a commencé par A. Ici, on ne se termine pas par A, mais on a une extrémité commune par A. C'est une chaîne, on va dire que c'est une chaîne fermée. Maintenant, ce cycle, c'est aussi une chaîne, mais le même arc peut apparaître plusieurs fois, et aussi les deux sommets de l'extrémité coïncident. Donc on va voir ici pourquoi on peut dire pseudo-chaîne. Par exemple ici, on a A, B, C et D. Mon cycle, il est 1, 2, 3, 2, 1. C'est-à-dire 1, 2, 3, 2, 1. On a les deux extrémités coïncident, c'est-à-dire l'extrémité A, des deux arcs de départ et de fin. Mais ce n'est pas une chaîne fermée. Donc, c'est pour ça, quand on a obtenu cette chaîne, en multipliant les arcs, on a vu que l'arc 3 et 2, 1 se répètent. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler cycle, mais on va l'appeler pseudo-cycle. Donc ici, c'est une notion liée au cycle. Circuit, c'est comme un cycle, mais dans lequel les directions des arcs sont respectées, c'est-à-dire dans laquelle l'extrémité finale coïncide avec l'extrémité initiale. Donc c'est un cycle dans lequel chaque extrémité initiale de l'arc est l'extrémité finale. Même l'extrémité, par exemple ici, on a un cycle, mais dans lequel on voit bien les directions sont respectées. C'est-à-dire on va suivre, on va parcourir le cycle en respectant les directions. Donc là, on a un circuit. Donc lorsqu'on ne respecte pas les directions, on a une chaîne et un cycle. Lorsqu'on respecte les directions, on a un circuit et un chemin. Un graphe connexe, c'est quoi? Aussi une autre particularité des graphes. On dit qu'on a un graphe connexe, c'est pour toute paire de sommets appartenant à un graphe, il y aura une chaîne qui va lier ces deux sommets. Donc on ne parle pas d'arc, c'est-à-dire entre n'importe quel deux sommets, par exemple A et B, il y a une chaîne entre A et B. Là aussi, entre B, par exemple, entre B et E, il y a une chaîne, par exemple, composée d'un seul arc. Donc une chaîne, ça veut dire que je peux que n'importe quel deux sommets sont connectés par une chaîne, mais comme aussi, on ne va pas prendre en considération les directions puisqu'on parle de chaîne. Une composante connexe est le sous-graphe GA, donc engendré par un sous-ensemble U, tel que chaque G, A est connexe. Et pour tout X qui n'appartient pas à l'ensemble de A, le sous-graphe n'est pas connexe. C'est le sous-graphe A, en lui ajoutant ce sommet, n'est pas connexe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comme une composante connexe, c'est une sorte de partie d'un graphe. C'est-à-dire comme ici, je peux partitionner mon graphe en ces deux parties. Les deux parties sont connexes. Par exemple ici, la première composante connexe et ici j'ai la deuxième composante connexe. Ici, de n'importe quel sommet, je peux atteindre un autre sommet. C'est-à-dire n'importe quels deux sommets sont liés par une chaîne. Ici, il n'y a pas de chaîne entre A et B. Donc, il ne peut pas appartenir à la première composante connexe. Ici, il n'y a pas de chaîne. Je ne peux pas atteindre D, je ne peux pas atteindre C à partir de D. Donc là aussi, il n'y a pas de chaîne entre les deux. Donc, ils ne sont pas connectés, tout simplement. Donc là, j'ai deux composantes connexes. Pourquoi on a ajouté cette explication? On a dit, à chaque fois, si j'ajoute un sommet qui n'appartient pas à cette composante connexe, automatiquement, le résultat sera un sous-graphe qui n'est pas connexe. Par exemple, ici, si j'ajoute le sommet C, je vais prendre en considération ça. Donc, automatiquement, je n'ai pas de composante connexe parce qu'il n'y a pas de chaîne qui va lier C à D. Donc, c'est juste un moyen d'expliquer la connexion qui existe entre les sommets d'une composante connexe. Donc, ici aussi, on a une autre notion importante. Si on définit, par exemple, si on définit la définition de la chaîne comme une relation dans laquelle on dit que la relation est définie comment? C'est
ou bien pas la définition de la chaîne, mais la définition de la composante connexe. En une relation, on dit soit le sommet X, c'est un sommet X, ou bien il existe une chaîne, si entre n'importe quel deux sommets différents, il existe une chaîne entre ces deux sommets. Donc, on va dire que c'est une relation d'équivalence. Pourquoi? Si on l'étudie, on va voir que 1, c'est une relation réflexive. Pourquoi? N'importe quel sommet est un sommet. C'est le sommet lui-même. Aussi, il va respecter cette partie parce qu'on a un ou, non pas un et. Ici, si X a une relation avec Y, automatiquement Y a une relation entre X. Donc, s'il existe une chaîne entre X et Y, automatiquement, il y a une chaîne entre Y et X. On a dit qu'on ne respectait pas les directions. Donc, puisqu'il y a une chaîne entre X et Y, automatiquement, c'est une chaîne entre Y et X. Aussi, la relation de transitivité, s'il y a une chaîne entre X et Y, c'est-à-dire il y a plusieurs arcs entre Y et X, s'il y a une chaîne entre Y et Z, c'est-à-dire il y a plusieurs arcs qui vont lier Y et Z, donc automatiquement, il y aura une chaîne entre X et Z. Donc il y aura plusieurs arcs qui vont lier X et Z. Donc ça, c'est une relation d'équivalence. Puisque c'est une relation d'équivalence, donc on va dire que les classes d'équivalence de cette relation, c'est-à-dire tous les sommets qui vont respecter cette relation, qui vont partager cette relation, vont représenter quoi? Une partition de X. Ils vont composer X et elles vont représenter ces partitions, quoi? Les composantes connexes définies précédemment. C'est-à-dire que ça, comme on a dit, là, par exemple, D et A et E sont tous reliés par cette relation. C et B sont liés par cette relation et ils partitionnent mon graphe. Ils partitionnent les sommets en deux classes différentes, en deux partitions, en deux classes d'équivalence différentes. C'est aussi une manière d'expliquer la composante connexe. Autre notion importante, c'est l'ensemble de points d'articulation. On dit que A est un ensemble d'articulation du graphe connexe. Donc là, on parle d'un graphe connexe, c'est-à-dire il existe une chaîne entre n'importe quel deux sommets. Il n'existe pas de partie. Tel que le sous-graphe G de x-1. Là, c'est un sous-graphe généré par un ensemble de sommets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enlever des sommets. On va enlever des sommets de A et on va enlever des arcs. Ne soit plus connexe. Donc, si je prends un graphe, je lui enlève certains sommets, et si seulement cet ensemble de sommets, pas une condition, si j'enlève cet ensemble de sommets, automatiquement, mon graphe ne sera pas connexe. Par exemple, ici, j'ai ce graphe. Si par exemple, je lui enlève le A, donc le sous-graphe engendré, je vais enlever l'arc 1 et je vais aussi enlever l'arc 5. Donc, automatiquement, je vais avoir quoi? Donc je vais prendre, si le sous-graphe engendré par x-1, ça veut dire que je vais prendre les sommets B, C, D et E. Et tous les arcs liés à A, je vais les enlever. Là, le reste, là, c'est quoi? C'est un graphe connexe. Donc, A, lui seul, n'a pas permis de générer un graphe qui n'est pas connexe. Maintenant, si j'enlève A et D, là j'ai enlevé A, je vais aussi enlever D. Donc, si j'enlève D, je vais aussi enlever les arcs liés. Donc, je vais enlever cet arc. Aussi, je vais enlever cet arc. Donc, je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec sommet B, C, sommet E, et je vais me retrouver avec l'arc 2, et je vais me retrouver avec le sommet E. Si je regarde bien ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux composantes connexes. Automatiquement, le graphe résultat, le graphe généré par x-1 n'est pas connexe. Donc, c'est pour ça que je peux appeler A, je dis que A, c'est un ensemble de points d'articulation. Aussi, une autre spécificité, ou bien une autre notion, ici on dit que Gx-1 n'est plus connexe, mais en plus, les composantes connexes qu'on va générer, par exemple ici, nommé C1 jusqu'à CP, du graphe Gx-1, c'est-à-dire lorsque j'ai enlevé les points d'articulation, j'ai généré des composantes connexes. Il a été partitionné. Donc, ils vont on peut définir des graphes spéciaux, des sous-graphes spéciaux, donc en leur ajoutant un à un l'ensemble des sommets A. Donc, si je leur ensemble, ils vont définir les graphes
C1 union A, CP union A, qu'on va appeler pièce. Ça veut dire quoi encore? Là, ça, par exemple, ça c'est C1, c'est la première composante connexe. Là, c'est C2, c'est la deuxième composante connexe. Là, j'ai mon A avec AD. Donc, le sommet AD, il a des arcs liés. Par exemple, si je veux prendre, je vais prendre A et D. Je vais les ajouter à C1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir AB et je vais avoir CD. Là, j'ai une pièce. Par exemple, ici, si je prends l'arc qui était entre A et E, c'était l'arc 5. Donc, c'est l'arc EA. Donc, je vais ajouter les mêmes arcs. EA. Et je vais ajouter aussi ED, ou bien DE. C'était l'arc DE. Là aussi, le résultat. C'est-à-dire, je vais prendre le sommet, les arcs liés, et je vais les ajouter. Donc, je vais générer des pièces. Donc, les pièces, si je vais, par exemple, unifier les pièces, donc ça, ils vont à la fin me représenter le graphe final. Donc, unifier les pièces. Mais le plus important ici, la notion la plus importante ici, c'est la notion d'ensemble moins d'articulation. Maintenant aussi, si mon ensemble n'est composé qu'un sommet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il suffit d'un seul sommet à enlever et mon graphe n'est plus connexe, je vais dire que là, j'ai un point d'articulation. Par exemple, ici, le B est un point d'articulation. Parce que si j'enlève le B, je vais enlever l'arc 2, je vais aussi enlever l'arc 4, et je vais enlever l'arc 1. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester l'arc 3, il va me rester l'arc A1. Donc, en enlevant seulement un seul sommet, j'ai obtenu deux composantes connexes. Maintenant, si par exemple, j'ai un autre point d'articulation, par exemple le A. Si j'enlève le A, je vais enlever aussi les arcs liés à A. Donc, je vais me retrouver avec quoi? La première composante connexe, c'est celle-là, c'est 1. Et la deuxième composante connexe est composée que d'un seul sommet, E. Donc là aussi, B, A, c'est un autre point d'articulation. Donc, il a suffi d'un seul sommet pour avoir deux composantes connexes. Les deux dernières notions qu'on va voir, c'est la matrice d'adjacence sommet-sommet et matrice d'incidence sommet-arc. Donc, matrice d'adjacence, c'est une matrice qu'on va associer au graphe. C'est-à-dire, lorsqu'on a vu la représentation d'un graphe, on a vu la représentation graphique, c'est-à-dire les sommets et les arcs qui vont les lier. On a aussi vu la définition des sommets, on va utiliser la définition des arcs, on va utiliser les paires, on va utiliser les crochets lorsqu'on a affaire à des arêtes. Ici, on a la matrice d'adjacence sommet-sommet. Comment on va la définir? Aussi pour représenter un graphe. Donc, on va prendre tous les sommets de mon graphe. Ils vont représenter les lignes et les colonnes. Et pour chaque paire AC, je vais paire, par exemple, si ça, je vais le représenter par les I, et ça pour les J. Donc, chaque élément de ma matrice M, chaque élément M, IJ, est défini par quoi? Par la multiplicité qui existe entre le sommet I et le sommet J. On a dit la multiplicité, ça veut dire quoi? Ici, la multiplicité plus, ça veut dire le nombre d'arcs qui vont de I à J. Donc, ici, comme la multiplicité IJ, ça veut dire le nombre d'arêtes, qui est le nombre d'arcs X, I, J, ou bien XI, XI. Par exemple, ici, si j'ai deux arcs entre A et D, je vais noter 1, 2. Si j'ai un arc entre A et E, je vais noter 1, et ainsi de suite, jusqu'à remplir mon graphe. Par exemple, ma matrice. Par exemple, ici, j'ai mon graphe, défini par les sommets A, B, C, et j'ai l'arc 1, j'ai l'arc 2, et j'ai l'arc 3. Déjà, ici, la matrice, donc on va essayer de la remplir. Donc, je vais noter tous les sommets. Donc, si j'ai 3 sommets, donc automatiquement, ma matrice aura 3 lignes, 3 colonnes. J'ai le premier arc A1 qui est l'arc AB. Donc, dans AB, je vais noter combien d'arcs il y a entre A et B. Donc, j'ai un seul arc entre A et B, donc je vais noter 1. J'ai aussi entre B et C. J'ai un seul arc. Donc, entre B et C, j'ai un seul arc. Entre A
Ici, j'ai un seul arc. Entre A et C, j'ai un seul arc. Donc ça, c'est une manière de procéder. Ou bien, on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire pour n'importe quelle paire, on va rechercher s'il existe une paire. Par exemple ici, est-ce qu'il y a une boucle AA? Est-ce qu'il y a AB? Oui. Est-ce qu'il y a AC? Combien y a-t-il de AC? Etc. Jusqu'à remplir ma matrice. Par exemple ici, il n'y a pas de A de boucle. Ici, il y a un seul AB et il y a un seul AC. Donc automatiquement, j'ai rempli avec 1. Là, pour le B, pareil, je vais voir tous les cas par cas pour être sûr de ne pas oublier de sommer. Maintenant, pour le cas, on va voir la deuxième notion, c'est la matrice d'incidence. Donc, matrice d'incidence sont les arcs. Donc là, lorsqu'on a défini notre matrice, on a utilisé les sommets et les multiplicités. Des arcs qui existent dans le graphe. Là, on va utiliser les sommets et les numéros d'arcs. Mais la matrice, elle aura les lignes qui vont correspondre aux sommets et les colonnes vont correspondre aux arcs. Donc, elle aura les éléments MXU qui seront définis comme suit. Donc, MXU, il sera égal à 1 s'il existe, si X est l'extrémité initiale de U. Ça veut dire que, par exemple, le sommet, il existe un arc qui va commencer par X, qui va partir, qui va sortir de X. Elle sera égale à moins 1 s'il existe un arc qui va se terminer par X, et elle sera égale à 0 s'il n'y a pas d'arc. Si X n'est pas un sommet d'un arc U, ou si l'arc U est une boucle. Par exemple ici, ce sera plus clair. Par exemple, j'ai le même graphe. Donc dans les lignes, je vais noter les sommets, et dans les colonnes, je vais noter les arcs qui existent. Donc je vais prendre pour chaque arc, je vais déterminer son extrémité initiale, son extrémité finale. L'extrémité initiale, je vais la noter plus 1, et l'extrémité finale, je vais la noter moins 1. Par exemple, 1, c'est l'arc A, B. Donc, il va commencer par A, plus 1, et il va se terminer par B. Donc, moins 1. Le reste sera égal à 0. L'arc 2, donc, il va commencer par B, donc plus 1, à côté de B, dans la ligne correspondante à B, et moins 1 dans la ligne correspondante à C. Le reste sera égal à 0. Pour l'arc 3, on aura un plus 1 dans la ligne correspondante à A, et on aura un moins 1 dans la ligne correspondante à moins C, parce qu'il se termine par C. Le reste sera égal à 0. Si j'avais d'autres arcs, par exemple ici, j'aurais aussi je devrais écrire ou bien je devrais ajouter les colonnes correspondantes aux arcs. Donc les références que vous pouvez consulter donc sont les mêmes que pour la partie 1, la première partie. Donc vous allez retrouver toutes ces notions qu'on a vues dans ce cours.